Hello, hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live. J'allais dire de la semaine. C'est même ce nouveau live est peut-être très probablement le dernier enfin le dernier pour les vacances là, parce que je pars en congé la semaine prochaine et donc très probablement je n'aurai pas la possibilité de faire d'autres lives parce que je vais partir par Mons et par Vaud. Je vais naviguer un petit peu partout en France pendant 4 semaines, en revenant de temps à autre à la maison juste pour repasser et repartir. Donc là, c'est le dernier live, je dirais jusqu'à septembre a priori, à moins que je fasse un live directement du camping. Ah, c'est une bonne idée à faire ça. Un petit live en direct du camping où je serai, en mode live du camping. Ouais, j'aime bien l'idée. Il y a peut-être un truc à faire. D'ailleurs, Fred ici présent, Mr. Chevenet, se souvient qu'au camping des speakers, on a fait ça avec Nida notamment, qui était présente avec moi, et Fixoulab, qui était aussi présent, donc c'était super cool. On s'est fait un petit live à l'arrache pendant la conf. Donc je vais creuser l'idée, peut-être faire un live si le dieu de la 4G est avec moi, parce que là où je serai en Charente-Maritime, dans le camping, le réseau est quand même pas méga fou. Donc il est pas, soit la qualité sera pas au rendez-vous, soit j'aurai pas assez de réseau. Mais bon. Bref, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous, mes amis. Si nous sommes réunis en ce jour, c'est donc pour parler tech. On va parler un petit peu tech encore aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Avant de parler tech, je vais déjà parler de ce qui s'est passé sur Twitter ce week-end. Donc notre ami Elon a complètement craqué. Il est en train de vouloir renommer Twitter et donc changer le petit oiseau bleu en X, simplement X, parce que vous savez qu'il est fan de la lettre X. Il est fan de la lettre X et donc il veut tout rattacher ça à sa boîte X Corp. Et donc il veut tout changer pour d'ailleurs x.com redirige aujourd'hui directement vers twitter.com. Sachez-le. Donc c'est déjà en cours. Il a lancé une opération proposez-moi un logo pour X, donc pour Twitter, le futur Twitter, qui s'appellera X, et je choisirai le meilleur. Le mec est complètement fou. Donc bonjour HPZ. Ouais, X.com, tu es tout à fait raison, Karak. X.com lui appartenait en 90 jusqu'en 2000. Il a dû racheter à PayPal et je pense il a dû faire quelques petites gâteries et lâcher un petit peu de thunes pour pouvoir racheter le domaine. D'ailleurs, je me souvenais plus, mais il me semblait que sur certains TLD, donc top level domaine, il me semblait qu'on ne pouvait pas avoir de TLD, enfin pas de TLD, en tout cas de nom de domaine, qui ne comportait qu'une seule lettre. J'ai peut-être rêvé, mais il me semblait qu'à un moment donné, ouais, c'est ça, exactement, il n'y a que 3 TLD avec une lettre, et il me semblait que la plupart des TLD n'autorisent pas la création de domaines avec une seule lettre, justement pour éviter plein de conneries. Comme par exemple sur Twitter, les premiers nicknames qui n'avaient qu'une seule lettre, qui se revendent à prix d'or, et certains se font même hacker pour être revendus à prix d'or. Il y avait eu le cas, je ne sais plus, il y a peut-être 1 an, 2 ans, je me souviens plus. Enfin bref. Donc Elon a complètement craqué et je vais vous afficher ça à l'écran. Il y a un logo qui avait été proposé et retenu, j'en ai parlé ce week-end. Attendez, juste je retrouve le tweet parce que celui-ci, j'avoue ne pas avoir préparé cette partie-là. Voilà, je vous affiche ça sur l'écran. Donc, il a affiché ceci. Voilà. Donc ma première remarque, c'était de me dire, mais ce X, dis donc, il ressemble vachement à X ultra connu, qui est le X de X11, le X Consortium. Et j'ai fait effectivement derrière la comparaison. Donc voici le logo du serveur graphique X11 et donc du consortium X à la base. Maintenant, aujourd'hui, le logo du consortium, c'est le CX entouré d'une sorte de cercle, de 2 demi-cercles. Et donc, je l'ai pris, j'ai juste tapé, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, j'ai juste tapé X logo dans mon terminal, et voilà, X logo. Alors, si je fais history, je vais mettre les bonnes couleurs, grep X logo, hop, zoo, donc c'est 1970.
Voilà, donc j'ai juste tapé X logo, je l'ai attrapé. Voilà, j'en ai fait une capture d'écran. J'ai fait une capture d'écran de la vidéo que je viens de vous montrer. J'ai superposé les deux et voici ce que ça nous donne globalement. Donc on superpose les deux X. Ça se ressemble quand même vachement étrangement, hein. Et voilà. Donc, et je suis là où je me sens moins seul, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont constaté ça. Et parce que c'est assez marrant, dès lors où j'ai posté ça, il y a eu quand même quelques personnes qui sont me dire ouais, t'es en train de créer du drama, blablabla, les deux X n'ont rien à voir, et blablabli, et blablabla. Ouais, c'est le logo de X11, hein, on va pas se mentir quand même, hein. Ça ressemble quand même vachement. Alors oui, j'entends bien les gens qui me disent oui, qu'est-ce qui est plus ressemblant qu'un X qu'un autre X. Ouais, enfin là, je parle pas de la lettre, je parle vraiment du shaping pour le coup. Euh, Personne ne connaît plus X11, mais si, il y a plein de gens qui connaissent X11. Par contre, le grand public ne le connaît pas, en effet. Là pour le coup, HPZ, tu as tout à fait raison. Le grand public ne connaît pas. Et même là, beaucoup de personnes qui utilisent Linux de façon générale, ils ne savent pas tellement ce que c'est X11 pour la plupart des utilisateurs. Et c'est normal, hein, j'ai envie de dire, c'est un truc qui est entre guillemets purement technique. Mais bon, Gabji, tu dis c'est un truc de cul. Ouais, ouais, on peut dire ça, ouais. Et en plus, si Elon avait été jusqu'au bout du truc, il aurait acheté le domaine x.xxx. Là, au moins, ça ferait sens. Et donc, Gabji, tu sors. On est tous sous Wayland. Tu sors tout de suite. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Non, Wayland. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Wayland, même s'il prend un peu plus d'épaisseur sur le marché, il y a quelques distributions qui l'ont adopté. Je pense notamment à Ubuntu. Il me semble qu'effectivement que la Fedora très récemment l'a adopté. Salut Anne-Vue. Mais bon, Wayland n'est pas encore mature. Salut Ida. Wayland n'est pas encore mature. Il y a encore pas mal de problèmes qui existent, que ce soit pas tant au niveau protocole, mais un petit peu, mais surtout de la façon dont est implémenté le compositeur. Donc il reste encore quelques problèmes d'interaction. Il y a beaucoup de desktop environnements, je pense notamment à K2, GNOME, etc., qui ont encore des soucis, des petits bugs, des petits problèmes de user experience avec Wayland. Et on va pas se mentir, il y a beaucoup d'applications qui sont fortement tightées sur les librairies, sur la Xlib notamment, et donc sur X. Depuis longtemps, je pense notamment, par exemple, si je prends quelques codes que j'ai écrits, notamment mon émulateur d'Amstrad CPC, bah oui, il repose sur X, donc porter toute la couche bas niveau sous Wayland, c'est un petit peu de taf, c'est pas grand chose, mais on n'a pas forcément dû faire ça. Donc, alors après, on nous dit oui, mais il y a X-Wayland qui permet de convertir les appels de l'Xlib vers du Wayland. Oui, mais ce n'est qu'un contournement et il y a quelques applications pour lesquelles ça pose des soucis. Donc, Gabji, ouais, Wayland, c'est sûrement le serveur graphique du futur. Quoique moi je trouve que ça apporte certaines régressions par rapport à X, notamment le côté serveur graphique dans le sens où vraiment tu pouvais par exemple te servir d'un desktop distant pour pouvoir afficher ce que tu lances toi ici en local sur ta machine. Ça a été très utilisé notamment dans les années 90, début des années 2000 parce que ça permettait de faire tourner les applications sur un serveur qui disposait de la puissance de calcul et que les afficheurs graphiques étaient des clients légers. Sun Microsystems a vendu énormément de clients légers X quand ils étaient encore sur le marché et ça marchait plutôt très bien. Mais bon, donc Nida, toi tu dis, n'a pas encore bien tout compris Wayland, car plein de soft pour faire du Wayland. Ouais, et puis effectivement, il y a des choses qui fonctionnent, mais comme tu le mets, Gabji, effectivement, il y a des problématiques avec les pilotes NVIDIA. Et je comprends NVIDIA parce que porter toutes leurs couches de pilotes, etc., pour maintenir une dual stack X et Wayland, c'est chiant, sachant qu'effectivement, ils ont envie de se concentrer que sur un truc. Donc, hey, salut Stéphane, la tranche sur mer, putain, j'adore la tranche sur mer. Moi, tu sais que Stéphane, je crois que je t'avais dit, pendant quelques années, on est parti avec ma compagne juste à côté. C'était à la Faute-sur-Mer. Et donc, on allait régulièrement en vélo à la Tranche-sur-Mer parce qu'il y a une super piste cyclable dans le coin. Donc, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres en vélo sans trop te fatiguer. Et la Tranche-sur-Mer, c'est un chouette endroit. Bah écoute, Stéphane, je te fais des bisous. À toi et à ta petite femme là, qui est en train de vous dorer la pilule, ou peut-être à cette heure-là, vous êtes peut-être à l'apéro, puisque de toute façon, c'est l'apérotech. Donc, ouais, ouais, en effet, c'est juste à côté. Ouais, donc, je connais bien le coin. Bah écoute, have fun. Have fun.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Donc, je parlais de voilà de Wayland. Voilà, ça y est, on a à peine commencé, on a déjà commencé à drifter, comme dirait l'ami Emile. Bref, donc ah bah oui, c'est l'apéro. Bah alors bon apéro en nous suivant. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'étais parti à drifter là-dessus. Et puis, bah, ce week-end, il y a l'ami justement, Émile Etor, qui a posté le fait qu'il regardait ma vidéo sur la conf que j'ai donnée à Sunitech sur la recompilation de JIT, ce qui a donné plein d'idées. On a pas mal déconné avec ça, on a pas mal échangé sur les sujets. Et puis il y a tout à coup ce même qui est sorti, qui m'a fait extrêmement plaisir et qui m'a fait beaucoup rigoler, qui a été posté par Léa Linux. J'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que... alors attends, hop, je vais refaire. Je suis pas sur la bonne fenêtre, évidemment. Voilà. Est-ce que je peux zoomer? Voilà. Et donc, ce même qui nous met sur le même pied, donc Emile, Yannick et moi, donc qui a été posté par Léa Linux. Et pourquoi est-ce que chaque fois que quelque chose arrive, c'est toujours vous trois? Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que on nous prend un peu pour des fous furieux de la technique, bah, à suivre effectivement nos lives et des choses dont on parle, que ce soit en live ou en conf. Et je trouve ça super drôle parce que en plus, je trouve ça fait plaisir de voir qu'on est reconnu un petit peu pour ça, et ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc merci beaucoup Léa, parce que ce même, tu vois, je l'ai même mis dans un tweet et je l'ai épinglé à mon profil et je l'ai partagé aussi sur LinkedIn parce que je trouve ça extrêmement drôle. Euh, voilà, ouais. Ouais, oui, Kong, t'as raison. J'ai trouvé ça super drôle parce que ça rejoint un petit peu le côté fou furieux de la technique. Sur plein de trucs. On fait des trucs que beaucoup de gens qui s'intéressent, des trucs qui sont ultra techniques, qu'on n'utilise pas forcément tous les jours dans la vraie vie, mais qui apportent quand même, je pense, beaucoup d'eau au moulin de beaucoup de gens. Il suffit d'aller suivre les lives d'Emile notamment. Si vous ne le faites pas, faites-le. Allez suivre les lives de Yannick, qui est encore une fois quelqu'un qui est extrêmement brillant, tient un blog technique qui est d'une qualité exceptionnelle. Donc, je ne saurais que le répéter. Allez vous inscrire et suivre l'ami Yannick Kern, donc alias Akanoa. Allez lire son blog qui s'appelle laforge, donc Laforge. Et allez vous abonner sur sa chaîne Twitch. D'ailleurs, je crois qu'il a dépassé les 1000 abonnés sur sa chaîne Twitch. C'est un truc de malade mental. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, bah, je n'ai fait déjà que trop parler. Je parle, mais hey, salut The Poète, comment vas-tu? Ah ouais, bah là, ça y est, j'ai parlé de X11 avec le remote display, et là, tout le monde se rappelle qu'effectivement, on faisait des XOS Plus sur les machines, et puis on faisait afficher des choses sur les écrans des collègues. Ça c'était les bonnes blagues. J'avais développé des effets graphiques qui faisaient brouiller ou tournicoter le display des collègues et tout. À chaque fois, ils étaient mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été piraté? Mais non, c'est simplement que je lançais en distant des effets graphiques que j'avais développés directement sur la Xlib. Enfin bref, c'était la bonne époque, monsieur dame. Hein. Voilà. Bon, allez, on va enchaîner directement sur les actus, parce que je parle, mais il y a des actus à discuter. Donc, comme d'habitude, Linux, le doyen Linux qui continue sur sa lancée. Ce n'est pas parce que c'est l'été que ça s'arrête. Donc, Linux 6.5 Release Candidate 3 est sorti hier. Globalement, comme d'habitude, depuis un petit moment, il ne se passe pas grand-chose. Comme dit Torvald, il dit que les choses ont l'air tout à fait normales. D'ailleurs, c'est même surprenant qu'il y ait autant de choses normales depuis autant de temps. À mon avis, ça cache quelque chose. Il doit y avoir un gros bug qui nous attend en embuscade quelque part. En tout cas, essentiellement des updates de pilotes sur le réseau et au niveau des pilotes de son aussi. Sinon, pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Des petits fixes sur les différents file systems. Notamment de mémoire XT4 ButterFS aussi, et quelques updates de header, mais rien de foufou. Enfin, si ça vous intéresse, allez regarder un petit peu le changelog et les différentes choses qui ont été touchées. C'est purement de la technicotech pure et dure, de la tuyauterie, des pilotes, donc rien d'exceptionnel. De toute façon, la plupart des nouveaux pilotes et des nouvelles fonctionnalités ont été intégrées lors de la RC1, donc je vous renvoie à la Linux 6.5 RC1.
pour avoir le détail de tout ça. Et comme d'habitude, si vous voulez avoir un condensé de l'information, allez sur le site de Foronix, qui est une mine d'informations inestimable sur ces sujets et inépuisable. Donc vous voyez que le billet tient en quelques lignes tellement les choses sont normales cette semaine. Allez, on va aller fermer cette partie-là. Et on va enchaîner, puisqu'on va rester dans le domaine Linux. La publication, j'en ai parlé hier ou avant-hier, de la Debian 12.1. Donc rien de révolutionnaire, on l'attendait. Je rappelle que la Debian 12, alias Bullhaze, est sortie donc en juin. C'était le 10 juin de mémoire. La 12.1 n'apporte rien de révolutionnaire, c'est des petites corrections, des mises à jour de paquets qui apportent essentiellement des correctifs. Je rappelle que la Debian, son credo, c'est d'avoir une distribution qui est peut-être pas forcément à la pointe sur les versions de paquets, par contre qui est extrêmement stable et extrêmement suivie au niveau des petits correctifs, des correctifs de sécurité et tout ça. Donc là, vous avez globalement la liste des paquets qui ont été mis à jour, qui ont été corrigés. Parfois, c'est pas grand-chose, on voit, c'est juste correction de liens de documentation, donc rien d'insurmontable. Une nouvelle version de paquet en amont mineur avec des corrections de bugs. C'est toujours ce genre de choses. Donc la Debian 12.1 vient juste consolider la version 12 qui est sortie il y a quelques semaines. Moi, j'ai déjà des Debian 12 qui tournent en production, que ce soit en VM ou en conteneur LXC. J'ai rien constaté d'anormal ou de complètement délirant. J'avais déjà bien testé avant que ça sorte de façon officielle avant. Donc la 12.1, je rappelle, pas besoin de réinstaller votre OS. Quand une version mineure de la Debian sort, vous faites simplement un apt-get update, apt-get dist-upgrade ou apt tout court si vous préférez utiliser apt, qui je le rappelle n'est qu'une commande qui encapsule différentes commandes qui viennent avec Debian, donc, dont apt-get, dpkg et tout ça. Donc faites simplement un apt-get update, un apt-get dist-upgrade et il va vous annoncer dans le terminal qui bump vers la version 12.1, il mettra à jour les paquets et si votre noyau est mis à jour, vous aurez juste à redémarrer et puis c'est tout. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Quand on parle de version mineure de la Debian, je le rappelle, c'est juste que ça veut dire que les installeurs, donc les images ISO qui ont été produites, ont été remises à jour avec ces paquets qui ont été corrigés, les différentes corrections, notamment les corrections au niveau de l'installeur et des paquets qui sont ici présents. Donc rien de plus, rien de moins que ça. Je vais regarder dans le chat si vous vous dites des choses. Juste en LXC pour Fog. Pour l'instant. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Gabji, mais en tout cas, LXC, ça marche. Dès lors où, n'oubliez pas que Proxmox VE est basé sur Debian, et Proxmox a publié ces images de conteneurs LXC, donc qui sont en Debian 12 aussi. Donc vous avez déjà accès à la Debian 12 sous Proxmox, il vous suffit juste d'installer les templates LXC qui sont fournis par Proxmox. Donc c'est comme ça que moi je fais principalement. Sinon j'utilise les images ISO pour les VM, les images ISO avec un... Ah d'accord, un Fox server pour Ghost, ok, je comprends mieux. J'utilise les images ISO avec quelques paquets dont j'ai déjà parlé, que je crée pour l'occasion. Donc des paquets deb qui sont des méta-paquets, ça me permet d'aller tirer en une seule fois toutes mes dépendances. Mais ça j'en ai déjà parlé dans un live précédent. Pour la suite, on va rester sur Debian, parce que Debian, il y a aussi une petite nouvelle qui est assez intéressante, et ça, je pense que ça va faire beaucoup plaisir à Nida ici présente. C'est le fait que, hey, RISC-V 64 est enfin une architecture officielle de Debian. Et ça, c'est cool, parce que, RISC-V était déjà supporté en Debian, c'est-à-dire vous pouviez déjà installer une Debian en RISC-V, mais c'était ce qu'on appelle un port, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était maintenu par des développeurs à part, qui recompilaient les paquets à part, etc. Là, ça veut dire que RISC-V est devenu une architecture officielle supportée par le projet Debian, et c'est pas anecdotique. Parce que ça veut dire que Debian maintenant considère que la plateforme est suffisamment stable et suffisamment robuste et suffisamment répandue aujourd'hui pour avoir une distribution officielle et d'avoir une entrée officielle dans les lives CD et donc les paquets Debian qui distribuent sous cette architecture. Donc c'est-à-dire que le port a été entre guillemets promu quelque part comme étant une architecture officielle du projet Debian et ça c'est cool. On voit que de plus en plus de hardware sort aujourd'hui en RISC-V. Et donc c'est cool. Oui, tu as raison Nida, oui, c'est pas pour Debian 12, hein, c'est pour la future Debian, pour la Debian 13.
Tu as tout à fait raison de le mentionner, mais ça veut dire qu'à partir de la Debian 13, on aura donc un support officiel par Debian de l'architecture RISC-V, et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, Debian et RISC-V, tu dis, c'est horrible, cross-compilation, car les versions de Debian en RISC-V sont très limitées. Oui, pour l'instant, mais je pense que d'ici à Debian 13, qui, je le rappelle, sortira d'ici à peu près presque 2 ans, les choses vont évoluer. Donc, ça veut dire qu'ils mettent ça sur leur roadmap et qu'on devrait obtenir comme pour les architectures ARM quelque chose d'exploitable et d'utilisable. Et je pense pas que pour les single board computers de type Raspberry Pi, etc., qui seraient basés sur du RISC-V. Là, Nida pourrait vous en mettre une liste longue comme le bras, tellement elle en a acheté là dans le chat là. Mais pour le coup, c'est plutôt pas mal parce que comme il y a de plus en plus de constructeurs de serveurs qui commencent à lorgner du côté RISC-V dans les années à venir, justement pour se détacher un peu d'ARM et d'avoir les mains un peu plus libres, que ce soit moins coûteux, les mains un peu plus libres sur la façon de pouvoir implémenter aussi leur propre CPU et tout ça, c'est quand même intéressant. Et le fait que ça rentre dans une distribution de base comme Debian, en n'oubliant pas que beaucoup d'autres distributions sont basées sur Debian, je pense notamment Ubuntu et pas mal d'autres distributions, bah, quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans le futur, côté hardware, on va pouvoir commencer à avoir peut-être aussi des serveurs qui seront nativement supportés sur du RISC-V avec des vraies distributions et pas des ports qui, aussi qualitatifs qu'ils soient, ne sont pas officiels, entre guillemets. Voilà. Donc, on a du RISC-V dans certains SOC ARM, c'est souvent la partie Neural Engine. Oui, Neural Engine, ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison, c'est du RISC-V 32, ouais. J'ai vu ça. Mais le RISC-V, il est déjà utilisé dans beaucoup de choses, hein. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, tout nouveau sur le marché. Ça fait un petit moment que c'est utilisé, par exemple, comme contrôleur de disque dans les disques durs, sur les SSD, sur beaucoup de petits équipements comme ça. Et je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, les prochaines box qui arriveront, ouais, Western Digital était très très utilisateur de ça. Les prochaines box qui arriveront sur le marché, je pense les Freebox et tout ça, etc., ça pourrait être un argument de choix pour passer sur du RISC-V pour différentes raisons. Voilà, donc c'est cool. Voilà, donc je voulais vous parler de l'officialisation du projet RISC-V sous Debian, donc qui arrivera à partir de Debian 13. Et encore une fois, je l'affiche à l'écran si ça veut bien arriver. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, ça met du temps à charger. Mais que se passe-t-il? Bon, ça charge plus, c'est pas grave, ça chargera après. Hop, hop, je ferme mes petits onglets. On va passer à la suite. Je voulais vous parler, on va toujours rester dans le domaine Linux. C'est de Neptune. Neptune, donc, qui était un OS basé sur Linux et qui est basé, je vous le donne en mille, sur une Debian. Voilà, on reste toujours dans l'univers Debian, je vous en parlais à l'instant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, à partir de la Debian 13 et du RISC-V, potentiellement, bah, que Neptune Linux supportera nativement aussi la partie RISC-V. Donc, elle fait partie des différentes distributions qui sont basées sur Debian. N'oublions pas que Debian est quand même la mère de beaucoup de distributions. Et donc, la Neptune 8.0, alias Juna, est sortie. Elle est sortie, c'était quand? C'était hier, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, parce que nous sommes le 24 et c'était sorti le 22. Alors, me demandez pas si c'est une super bonne distribution ou pas. Je n'en sais rien. Je crois que je l'ai installé peut-être une fois dans une VM juste pour voir comment ça marchait, comment ça s'installait. Mais je suis pas allé plus loin. Donc, je ne saurais vous conseiller si c'est une bonne distribution. Est-ce que c'est la distribution qu'il faut installer sur votre desktop, etc. Pour autant, elle est basée sur Debian, donc ça apporte tout ce qui amène Debian et ce que Neptune amène par-dessus, comme beaucoup de distributions qui se basent sur cette distribution majeure. Bah, ce sont des outils supplémentaires, des choses qui sont un peu plus user-friendly, des outils voilà, qui viennent compléter un petit peu tout ça. Donc si vous êtes curieuse, bah, allez dans la section Download, téléchargez l'image ISO et puis testez ça dans une VM. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais. Soit vous créez une VM locale avec QEMU, Virt Manager, VirtualBox, soit vous avez Proxmox et vous créez une VM sous Proxmox, vous testez et puis ça vous permettra de voir est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup
et qui vaut la peine d'être essayé. En tout cas, c'est ce que je ferai peut-être aujourd'hui ou dans la semaine. Je téléchargerai l'ISO et je testerai ça directement dans une VM. Je vous dirai du coup est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai bien aimé, voilà. Mais je reste toujours fidèle. Je reste toujours fidèle à ma distribution Linux Mint, qui est pour moi aujourd'hui la distribution desktop qui me rend les meilleurs services et qui est la plus exploitable, je trouve, en tout cas pour mon activité, l'activité bureaugraphique, on va dire. Hey, salut Fixou, ça fait plaisir de te voir. Ça fait un bail. J'espère que tu vas bien. Mais en plus, je me suis dit, je vais aller te voir dans ton stream samedi, mais tu n'as pas streamé, petit coquin. Tu es en vacances peut-être. Tout ça m'a l'air curieux. Bon, je raconte beaucoup de conneries quand même. Et donc, dans la partie des sorties de la semaine, ah non, dimanche, ni dimanche, ouais, on a attendu, hein, il a ni streamé ni samedi, ni dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Remboursé. Donc, dans les sorties de la semaine, tu as coquiné, petit voyou, va. Dans les sorties de la semaine, c'est sorti hier. C'est Inkscape, la version 1.3. Donc je rappelle, Inkscape, qu'est-ce que c'est qu'Ezako? Inkscape, c'est le logiciel de dessin vectoriel libre, qui est un fabuleux outil que j'utilise, je ne vais pas dire quotidiennement parce que ce serait mentir, mais extrêmement régulièrement pour pouvoir faire justement du dessin vectoriel. Pour ceux qui se souviennent, alors cette année, Inkscape a 20 ans, et celles et ceux qui se souviennent, avant ce logiciel ne s'appelait pas Inkscape, mais Sodipody. Sodipody qui était développé donc en GTK, donc il y a une vingtaine d'années, et donc qui se place en concurrent globalement de Adobe Illustrator, j'ai envie de dire. Illustrator, donc, qui est le logiciel de dessin vectoriel de la suite Adobe. Et donc, Inkscape est vraiment un fabuleux outil qui est extrêmement puissant. Il dispose de plein d'outils en interne pour faire tout ce que vous avez à faire en dessin vectoriel, pour faire des gradients, des formes, faire suivre des textes sur des courbes, vous pouvez même vectoriser des images bitmap. Vous importez une image bitmap et vous avez un outil en interne pour pouvoir vectoriser avec différents types d'algo si les rendus ne vous satisfont pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont extrêmement intéressantes dans ce logiciel. Et là, il y a la version 1.3 apporte pas mal de petites choses qui sont, je pense, intéressantes pour ceux qui pratiquent ce logiciel relativement quotidiennement, qui font des trucs un petit peu vénères. Donc, pardon. Il y a le Shape Builder que l'on voit en GIF animé juste ici, qui permet donc de construire des formes un petit peu complexes à base de formes distinctes. Et donc voilà, on voit comment il arrive à construire un Batman avec quelques cercles et ellipses et carrés. Donc ça c'est cool. Il y a un On-Canvas Pattern Editing. Vous pouvez éditer des patterns directement sur le Canva en live. Vous avez un éditeur de patterns intégré, ce qui n'était pas le cas avant, et ça c'est cool, ça permet de faire quand même pas mal de choses. Une amélioration sur la gestion des marges de la page, le format, les guides et tout ça. Voilà, et donc il y a pas mal de petits ajouts qui sont intéressants. Qui apporte vraiment une expérience utilisateur qui est toujours meilleure. Alors, c'est un logiciel qui est vraiment super. Ah oui, alors comme tu le dis, HPZ, l'objectif de ça, c'est de pouvoir faire du dessin vectoriel et d'exporter dans à peu près tous les formats vectoriels qui existent, y compris le SVG, qui est quand même le format universel d'échange de dessin vectoriel. Et d'ailleurs, les fichiers de sauvegarde de Inkscape sont du SVG, hein, simplement avec les métadonnées qui font partie du document. Voilà. Et donc, la plupart des illustrations que j'ai faites dans mes dernières conférences, vous savez que j'utilise Reveal.js pour faire mes présentations, et tout ce qui est dessiné, notamment dans la conf dont je vous parlais tout à l'heure, la compilation de JIT, tout a été fait avec Inkscape, parce que le dessin vectoriel, c'est super cool, ça permet de pouvoir tout retailler, redimensionner, de faire des flèches, du texte, ce que vous avez besoin. Tu as raison, Gabji, le dessin, c'est un métier.
J'ai la chance de savoir dessiner, de plutôt bien savoir utiliser ces outils. Mais effectivement, par contre, si vous êtes débutant ou débutante avec Inkscape, n'espérez pas produire un truc incroyable dès le début, parce que, et c'est vrai avec Illustrator, hein, ce sont des outils qui sont extrêmement puissants, mais cette puissance demande pas mal d'expérience et d'expérimentation avec pour savoir ce qu'on peut faire avec. Mais j'ai vu certains illustrateurs professionnels travailler avec Inkscape, ils font des trucs, mais des trucs de malade mental. Des trucs qu'on n'imagine même pas. C'est comme utiliser Photoshop ou GIMP. Dès lors, on commence à savoir bien gérer les calques, les opérations entre les calques et tout ça. C'est un truc de fou. Ça permet d'avoir une productivité qui est quand même assez incroyable. Donc, je ne saurais que vous recommander d'utiliser Inkscape si vous avez besoin de faire des documents vectoriels, des schémas. Même en entreprise, la plupart de mes schémas en entreprise, je les fais avec Inkscape parce que il y a toute une bibliothèque d'icônes, de choses qu'on peut apporter, que ce soit du bitmap, du vectoriel. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Hey, il y a Emma et Duxp. Coucou ma fille. Ça, c'est ma fille. Eh bah dis donc, tu dois pas travailler aujourd'hui si tu es là alors. Bah écoute, c'est gentil de passer. Voilà. Faites comme si de rien n'était, hein, je fais des bisous à ma fille, voilà, elle est de passage, maintenant qu'elle a quitté la maison. Je pleure. Bon, ça fait quelques mois, je me remettrai, hein, mais bon. Voilà, donc Xscape, allez-y, c'est du bon, mangez-en, ça c'est cool. Ensuite, j'ai publié ça cette semaine. Ah, tu as travaillé samedi, du coup tu vas aller voir Barbie cet après-midi au ciné. Ah, bah écoute, je te laisse aller voir Barbie. Moi, c'est. Tu me diras si c'est bien. Mais je suis quasiment sûr que ça va pas être ma cam. Ce genre d'univers. C'est pas parce que c'est Barbie. Je pense que mon cerveau bloque sur le niveau d'acceptation dans des univers un petit peu comme ça. Voilà. Et je pense qu'il faut aller voir ce genre de film avec un niveau d'acceptation possible en disant, bah voilà, y a l'univers réel, l'univers de Barbie, puis tout d'un coup elle arrive dans l'univers réel. Si le cerveau n'est pas prêt à accepter ça, vous allez bloquer sur le film, je pense. Donc j'en ai parlé cette semaine, je sais plus, il y a 3 jours peut-être, 2 jours, 3 jours, je sais même plus. Le temps passe tellement vite. Donc c'est de RJVM. Donc RJVM, je l'avais partagé sur Twitter et je vous le repartage ici parce que je trouve que le sujet est intéressant. Ça rejoint la discussion qu'on a eue ce week-end justement par rapport à mon talk sur la compilation de JIT, par rapport au sujet, par rapport à la compilation en général et ce qui va autour dans cet univers. C'est que RJVM, c'est une tentative à but tout à fait purement éducative, faut pas voir ça plus loin, d'implémenter une JVM, mais en langage Rust. Et donc j'ai trouvé le sujet plutôt intéressant parce que d'une part, je trouve ça relativement bien écrit. Le gars vraiment... le développeur a vraiment pris à cœur d'écrire ça non pas à l'arrache, mais de façon plutôt modulaire, bien architecturée. Voilà, je cherchais le mot. Et ça permet donc d'avoir une JVM compatible JVM 7, globalement, qui fonctionne globalement avec la plupart des projets de test qu'il a essayé. Alors moi, j'ai pas encore essayé, mais c'est dans ma to-do d'aller essayer ça et de plonger un peu plus dans les arcanes de ce qu'il a fait. Mais je trouve le sujet assez intéressant. Je suis déjà allé voir le code source. Voilà, c'est plutôt bien fait, c'est bien architecturé. C'est lisible, même si vous ne lisez pas couramment du Rust. Je pense que vous allez, si vous êtes habitué à lire du code, vous allez retrouver globalement vos petits. Et donc, il implémente les opcodes qui existent de la JVM7, la gestion des chaînes de caractères et tout ça. Et donc, il a quand même quelque chose de fonctionnel. Et je trouve qu'à but éducatif, ça permet de montrer comment fonctionne déjà une machine virtuelle à base de bytecode. C'est un peu le sujet aussi de mon talk sur la compilation de JIT pour les nuls. Comment fonctionne une VM à base de bytecode, puisque je le rappelle, les fichiers .class, les war, les jar et tout ça, à la fin, c'est du bytecode Java qui est standardisé, donc vous pouvez retrouver la spec sur le site d'Oracle. Je crois que sur les... Donc il y a 255 codes possibles de mémoire. Hein. Il doit y en avoir, je sais plus, il doit y en avoir pas loin de 200 qui sont déjà utilisés.
Après, ils en rajoutent de temps en temps au fur et à mesure des versions des VM. Et donc, tout ça, c'est bien standardisé. Les opcodes sont extrêmement standardisés. Le fonctionnement de la machine virtuelle, d'une machine virtuelle, est clairement bien décrit et spécifié. Et on peut retrouver ces specs sur le site d'Oracle. Donc, le gars est parti de ça et a implémenté une machine virtuelle complète en Rust. D'une machine virtuelle Java. Donc, si ça vous intéresse, à des fins éducatives, je ne peux que vous conseiller d'aller voir comment ça fonctionne, comment il a fait. Il y a bien sûr des choses qui ne sont pas encore complètement implémentées, hein. Vous les retrouvez ici, hein, par exemple le multithreading, les arrêts multidimensionnels, la réflexion, les annotations, enfin il y a encore pas mal de choses à faire. Évidemment la compilation de just-in-time, qui a priori je pense que c'est un sujet qui ne pourrait traiter qu'à la fin. Voilà, il pourrait très bien avoir une machine virtuelle Java complète, bien implémentée, sans implémenter la compilation de JIT. Et puis, par contre, il implémente la plupart des types primitifs, le flux de contrôle, puisque de toute façon, tout est déjà compilé en bytecode. Donc, voilà, tous les différents statements, les différents opcodes sont implémentés, la gestion de la stack trace, le garbage collector et tout ça. Donc, il y a déjà un gros travail qui est fait dessus. Et donc, je pense que ça peut vous intéresser. Si le sujet d'une machine virtuelle et de fonctionnement d'une machine virtuelle de Java vous intéresse, allez voir le code parce que ça permet de voir comment ça marche. Alors, Gabji, tu dis, j'ai pas bien compris, Rust fait tourner du Java. Non, Rust fait pas tourner du Java. Rust, là, c'est une machine virtuelle Java, puisque Java, ça produit un bytecode, donc qui est un pseudo-langage machine, si je schématise, un pseudo-langage machine pour un processeur qui n'existe pas, pour une architecture qui s'appelle la machine virtuelle Java. Et donc, ce qu'a fait ce développeur, il a implémenté les spécifications, enfin, une partie des spécifications des machines virtuelles Java pour pouvoir interpréter ce bytecode et donc de pouvoir faire fonctionner les programmes écrits en Java, donc qui ont déjà été compilés et que l'on retrouve sous la forme de .class ou .jar ou .war, enfin ce genre de choses, les formats de sortie d'un programme en Java. Donc, typiquement, par exemple, un .class, un .class ou un .jar. Directement, Rust ne fait pas tourner du Java, mais il a implémenté une machine virtuelle en Rust pour pouvoir faire justement exécuter des programmes en Java qui ont déjà été compilés sous la forme de bytecode. Et d'ailleurs, la plupart des machines virtuelles Java sont implémentées soit en C, soit en C++. Il en existe différentes implémentations. Là, ce n'est qu'une implémentation complémentaire. Et je le rappelle, hein, pas à destination de prod, hein, mais en tout cas aujourd'hui, mais à des fins purement éducatives pour lui, pour apprendre à voir comment ça fonctionne, l'implémenter. Et donc, si ça vous intéresse, allez plonger dans le code. Ça, je pense que ça peut vous apporter pas mal de connaissances sur le sujet. Et pour terminer, alors je crois que Thierry ne fait pas de live aujourd'hui, donc je ne suis pas méga pressé par le temps. Pour terminer, je voulais vous parler du sujet de la semaine dernière que je n'avais pas pu aborder, donc je vous ai réservé pour cette semaine. Je vais aller fermer mes quelques petits onglets au passage. Voilà. Donc, je voulais vous parler... Ah, tiens, ça c'est intéressant. Ah ça y est, c'est intéressant, ça y est, il a changé son logo, l'ami Musk, là, à l'instant, je viens de rafraîchir. Regardez ça, ce mec est complètement dingue. Ça y est, il y a un X partout. Et d'ailleurs, pour moi, je ne vois que le X de X-Window X11. Hein. Là, franchement, c'est un truc de malade mental. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais bon. Donc, je voulais vous parler de ce tweet qui a été posté par Ken Shirif. Je rappelle qui est Ken Shirif. Ken Shirif est quelqu'un qui fait beaucoup de reverse engineering, qui tient un blog technique sur différents sujets. Il fait partie de l'équipe qui est le projet de restauration des ordinateurs des missions Apollo. Je me suis beaucoup inspiré avec Romain Berton de ses travaux à lui, à Curious Mark et d'autres, pour pouvoir écrire notre talk justement sur le sujet, sur l'AGC, l'ordinateur des missions Apollo qu'on a présenté à Sunitech et qu'on va représenter à DevFest Nantes et DevFest Toulouse. Donc allez suivre Ken Shirif parce que ce gars est une mine d'informations inépuisable, parce qu'il est spécialisé dans le reverse engineering des composants électroniques et notamment des processeurs qu'il décape, il fait des zooms dessus et ensuite redessine un peu des schémas de principe, par exemple d'une porte logique au niveau transistor et tout ça. Des fois il fait des zooms dessus en disant ici on a un transistor MOSFET ici, un FET là, ici on a une résistance. Enfin ouais, il montre, ça permet vraiment de rentrer
au niveau détail sur le hardware de nos processeurs. Et il y a quelques jours, donc c'était il y a un peu plus d'une semaine de ça, il a fait un tweet où il parlait donc du 8086, donc qui est l'ancêtre des x86 que l'on utilise aujourd'hui. Il a fait toute une série sur le sujet, notamment sur comment est organisé le microcode, comment fonctionne le microcode des processeurs x86, parce que sachez que nos processeurs x86, en tout cas ceux d'Intel à l'origine, et c'est toujours vrai aujourd'hui, les instructions sont encodées sous la forme de micro-instructions dont le fonctionnement réside dans une ROM, que vous voyez ici en bas à droite, qui est la ROM de microcode. Et chaque opcode de microcode est stocké sur une vingtaine de bits et qui permet donc d'exécuter tous les opcodes CISC, du processeur. Mais là, il a parlé d'autre chose. Il parlait justement de l'encodage des instructions et notamment l'encodage, le fonctionnement du processeur lorsque l'on appelle une instruction non documentée. Il faut savoir que le x86 à la base a un certain nombre d'instructions, et les instructions qui ne sont pas documentées, donc dont les opcodes résident à des endroits libres entre guillemets de la matrice d'encodage des différentes instructions, ont un effet. Contrairement à d'autres microprocesseurs où appeler une instruction non documentée, donc une instruction qui n'existerait pas, génère par exemple un trap, le plus souvent donc une interruption, et qui dirait attention, illégale interruption, et le programme s'arrête. Là, le x86, tout comme le Z80, sont des processeurs qui sont connus pour avoir justement des effets de bord sur les instructions qui ne sont pas documentées, des instructions qui résideraient dans des cases libres de la matrice d'encodage des instructions. Et donc, il a fait tout un thread sur le sujet que j'ai trouvé extrêmement pertinent et intéressant. Je ne vais pas vous lire tout le thread là, mais vous voyez par exemple sur la matrice d'encodage des instructions, vous avez un certain nombre d'instructions qui sont disponibles. Et si vous les appelez, il se passe des choses. Et notamment, on découvre qu'il y a des instructions cachées, notamment l'instruction SALC, qui permet de mettre le registre AL dans la retenue. Il y a des choses on pourrait se dire ça sert à rien, mais en utilisant de façon précautionneuse ces effets de bord, on peut obtenir des fonctionnements qui sont assez intéressants. C'était quelque chose qui était très utilisé, notamment pour le Z80, processeur que je connais extrêmement bien, puisque j'ai écrit donc des émulateurs, et j'écris mes propres émulateurs et interpréteurs de Z80, qui dispose d'un certain nombre d'instructions non documentées, et qui permettent de pouvoir charger des paires de registres ou des moitiés de paires de registres qui normalement on ne devrait pas pouvoir accéder. Je pense notamment aux registres indexés X et Y. On peut accéder aux moitiés de registres, X.H et X.L, alors que normalement l'aspect ne le prévoit pas. Tout ça parce que le système de décodage de ces processeurs, fait que en fait, quand on tombe sur une instruction non documentée, ça va exécuter cette instruction, et il va y avoir des effets de bord parce que c'est des instructions qui sont non prévues. Et donc, il y a des gens qui ont analysé les effets de bord de ces instructions, et donc Ken revient sur tous ces effets de bord, les instructions cachées qui n'existaient pas, en tout cas de façon officielle, qui étaient peut-être prévues et peut-être qu'elles n'ont pas été publiées par Intel pour différentes raisons. Et donc voilà, il nous explique un peu comment tout ça fonctionne. Et comme à son habitude, Ken nous a écrit un billet sur le sujet que je vais vous afficher là. Voilà. Allez sur le blog de Ken Chérif, qui est à l'adresse right2.com. Donc il a écrit un blog complet, puisque les threads qu'il poste sur Twitter sont toujours des condensés des choses qu'il écrit dans ses billets. Il faut le savoir. Donc c'est extrêmement intéressant si vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement des microprocesseurs, du hardware en général, notamment en tout cas les processeurs x86 assez récemment. Il a fait beaucoup de billets sur le sujet. Et c'est vraiment un travail, je trouve, de reverse engineering qui est déjà brillant et en plus inestimable, parce que ça permet de comprendre comment fonctionnent vraiment les choses. Donc voilà, ça c'était son dernier billet. L'avant-dernier, je ne me souviens plus ce que c'était. Ah oui, hop. Il avait fait le reverse engineering sur les pins d'adresse et de data pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment c'était décodé et tout ça. Ça aussi, c'est un billet qui était extrêmement intéressant. Et donc, il rappelle un peu comment fonctionne le système d'adressage par segment initial du 8086, et après les différents modes d'adressage qui existent et pourquoi, comment fonctionnent ces instructions d'adressage direct ou indirect.
Voilà, donc allez lire. Je vous parlais tout à l'heure effectivement de comment c'est implémenté. Voilà, il fait des zooms directement dessus et il va sortir, vous dire, bah, ici vous avez le 5 volts, ici vous avez une entrée, ici vous avez une sortie, et boum, il nous sort le schéma de référence par reverse engineering de comment ça a été implémenté dans le CPU. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant pour qui s'intéresse à ces sujets. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller lire son blog. Encore une fois, si vous vous intéressez à ces sujets, vous allez passer des heures carrées à lire ces articles, à essayer de comprendre, et ça va sûrement allumer une petite lumière dans votre tête sur plein de sujets. Et enfin, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est pas forcément des sujets pour lesquels vous allez trouver une application directe en disant ah bah tiens ça résout un problème que j'avais sur ma prod, sur mon code dès demain, mais c'est pas du tout ça. Mais par contre ça apporte énormément de connaissances générales et de connaissances détaillées sur comment fonctionnent les choses. Donc c'est vraiment cool. Donc, alors, je récupère un petit peu ce qui se dit sur le chat. Me voici, me voilà. Alors, Nidou, tu disais, il va parler du nouveau concept de Yves Rougy. Alors, j'ai pas parlé du concept de Yves Rougy, mais Yves est en train de nous préparer un truc pas piqué des hannetons et un truc des familles. Ça va être super cool. Je crois qu'il en a pas encore parlé, Yves, sur Twitter et les réseaux sociaux. Dis-moi, Nida, mais il me semble que non. Mais je vais pas. En tout cas, il nous prépare un truc super intéressant et on est plusieurs à y participer à plus ou moins court ou moyen terme. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc tu disais, ça fait un moment que tu as le petit logo X sur ton Twitter. Bah, moi, je ne l'avais pas jusqu'au live. Là, tu vois, j'ai fait refresh et le X s'est affiché. Alors, Fred, tu me dis, est-ce que tu as tweeté le Twitter de cette JVM? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. On peut retrouver en tout cas les gens. Blablabla. Je récupère tout ça. Donc Hardware, toi tu dis, ça fait longtemps que je suis Ken Sheriff, son blog est vraiment excellent. Oui, je suis tout à fait d'accord, le blog de Ken est excellent et je ne saurais que trop vous conseiller de suivre aussi Curious Mark qui fait des vidéos sur YouTube qui sont vraiment superbes. Ce sont vraiment deux personnes qui sont très très impliquées dans tout ce qui est reverse engineering et restauration de très vieux matériels informatiques, notamment on pense aux vieux ordinateurs d'antan, on va dire les mainframes, ce genre de choses. Ils ont restauré beaucoup de choses et ils profitent de cette restauration pour faire du reverse engineering pour justement partager un peu comment fonctionnaient les choses, comment ça fonctionne. Et même sur l'informatique moderne, ça nous permet quand même d'avoir beaucoup d'informations de pourquoi nos CPU fonctionnent comme ça, et ça apporte vraiment beaucoup de choses. Anida, tu me dis, ouais, il l'a fait hier soir. Ok, bah donc l'ami Yves prévoit justement, il a lancé un petit peu un collectif de Twitchers et on va faire des co-live Twitch tous ensemble. Donc là, il fait un premier live, si je me souviens bien, donc avec Philippe Charrière et la deuxième personne, je ne me souviens plus qui c'est. Et donc il va lancer ça, je crois que c'est le week-end du 1er août, me semble-t-il. C'est dans ces alentours-là. Et voilà, il y aura plusieurs. Donc là, ça va être le premier live, mais il y aura d'autres lives avec d'autres comme Nida, moi et bien d'autres personnes. Donc plusieurs personnes du Twitch FR. Donc ça c'est cool. On a hâte de vous parler de ça et de vous faire des lives pour parler un peu de tech de façon à plusieurs personnes. Voilà, c'est vraiment cool. Quoi d'autre? Salut Idriss, j'avais pas vu que tu étais là. Comment vas-tu, Idriss? Ça fait plaisir de te voir ici. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Donc de ce que j'en comprends, c'est que notre ami Titi ne stream pas aujourd'hui. Je pense qu'il est en vacances, il doit être en plein repos. Donc on va couper là tranquillement. Moi je vous rappelle que là c'était le dernier live juste avant mes vacances. Je reprendrai les lives à mon avis peut-être pas le 28 août parce que je rentrerai juste de vacances, je sais pas encore. Peut-être le 28 août, c'est possible qu'il y ait un live. Sinon la semaine d'après ça doit être le 4 septembre si je calcule bien.
Et sinon, quoi d'autre? Bah sinon, je testerai, je verrai si c'est possible de faire un petit live en mode à l'arrache depuis le camping, histoire de se marrer. Ça pourrait être plutôt cool. Je testerai ça. Dès que je serai sur le camping, je retesterai ma bande passante. Et je vous dirai ça. Ah oui, et puis bah, de toute façon, Idriss, tu parles. Ouais, il y a Akanoa qui fait toujours son émulateur d'OS en Rust. De toute façon, j'ai parlé de Yannick tout à l'heure au tout début du stream en disant allez vous abonner à sa chaîne Twitch et allez suivre son blog qui, je le rappelle, est laforge.ge, donc la forge. Donc c'est cool. Alors Emma, tu me dis au bord de la piscine le live. Non, je vais pas le faire au bord de la piscine parce que je pense que ça va être trop bruyant, ça va être le bordel. Mais peut-être juste sur le perron, on va dire, du mobil-home. Ça, je pense que ça peut être super cool. Voilà. Il y a Yannick qui est en stream en ce moment même, tu me dis ah bah écoute, voyons voir, si slash raid. On va faire un petit raid chez Akanoa alors. Hop. Alors, il dit que Linux Desktop c'est de la merde, mais ça m'étonne pas. Non mais bravo, belle mentalité. Hop, je récupère juste Zoo. Je vous demande juste 2 secondes. Alors, je vais prendre mon petit Twitch des familles, slash Akanoa. Ah oui, 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 il est là, le petit coquin. C'est cool. Bah alors, on va faire un petit raid chez l'ami Yannick. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. De très bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont déjà. Très bonnes vacances pour celles et ceux qui y vont très bientôt comme moi. Merci, merci à toutes et à tous pour les vacances. Là. Moi, j'ai hâte de partir. Ça va nous faire du bien. Donc je fais des gros bisous à Stéphane et Fanny qui sont déjà donc à la Tranche-sur-Mer. Profitez bien. Et puis bah voilà, faisons un petit raid chez l'ami Yannick. Je lance le raid, tranquillou, et on va se retrouver chez lui si ça vous va bien. Alors on y est presque. Le raid dans une seconde. On y va. Je vous fais des bisous et à la prochaine fois. Ciao ciao.